La zone d'écoute. Le podcast de Médecins sans frontières. État de Katsina, dans le nord-ouest du Nigeria. Dans le centre nutritionnel thérapeutique intensif de la ville de Katsina, les lits ne sont pas assez nombreux pour accueillir des dizaines d'enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère. Pour certains médecins, comme le docteur Ali Baba Nouruddin, qui travaille sur place et témoigne dans le documentaire La peur au ventre, tourné fin 2021 à Katsina, il s'agit uniquement de la partie émergée de l'iceberg, dans une région confrontée à une vague de violence sans précédent. Vincent Fouché est chargé de recherche au CNRS et Guigui Manangama est responsable adjoint des urgences à MSF. Ils se sont rencontrés à l'occasion de la projection du documentaire à Paris en avril. Quand on se déplace au Nigeria, quand on va de la capitale économique au sud, Lagos, jusque dans ces zones du nord, que ce soit le nord-ouest ou le nord-est, c'est des topographies assez similaires. Au fond, on passe de Singapour à la brosse sahélienne, et c'est le même pays en fait. Et c'est une partie du problème de ce pays-là. C'est-à-dire qu'on a des différentiels de richesse extrêmes, on a une richesse pétrolière incroyable que nous consommons et que nous faisons par notre consommation la richesse de ce pays-là. Et aussi, nous créons, nous entretenons, nous participons à l'entretien de ces écarts de richesse extraordinaires qui sont une partie importante du problème. Vincent Fouché a travaillé en Guinée-Bissau et en Gambie, puis plus récemment, il s'est intéressé au mouvement djihadiste Boko Haram, né au nord-est du Nigeria et qui affecte certaines zones des voisins du Nigeria dans le bassin du lac Tchad. Alors, le banditisme en Afrique, dans l'Afrique sahélienne, on est dans des zones très peu densément peuplées. Le banditisme a une longue tradition, une longue histoire. Mais c'est vrai que depuis les années 80-90, on a vu le banditisme s'aggraver au point que maintenant, on parle quasiment de bandit armies, d'armées de bandits. On parle parfois de groupes de plusieurs centaines d'hommes qui peuvent se déplacer armés de Kalachnikov, qui se déplacent à moto et qui peuvent mener des raids comme ça dans ces zones. On est dans des zones très vastes. Le Nigeria, c'est un pays qui fait presque 2 fois la France. Donc il y a de l'espace. Et en fait, ces groupes-là, c'est essentiellement des ruraux, beaucoup, mais pas exclusivement, mais beaucoup de peuls, de pasteurs peuls, enfin une communauté d'éleveurs. L'élevage est entré dans une crise assez grave dans les années 80-90 au Nigeria. Alors il y a eu des raisons climatiques, mais en fait, les raisons sont aussi pour beaucoup des raisons politiques. Il y a une pression foncière en fait importante, un développement de l'agriculture, une augmentation de la population, et donc les populations agricoles élargissent les surfaces cultivées, ça crée des tensions très fortes avec les pasteurs. On a aussi la grande bourgeoisie urbaine, Peul, Fulani, mais pas seulement, qui constitue des gros troupeaux. Et qui vont petit à petit marginaliser en fait les petits troupeaux de subsistance des petits pasteurs Fulani. Et donc comme ça, on a une montée en tension très forte dans le monde rural, Peul du Nord en général, et qui fait qu'il y a eu énormément d'attaques en fait, dans les deux sens, alors dans tous les sens, des bandits peuls contre des peuls, des bandits peuls contre des agriculteurs non peuls, des agriculteurs non peuls contre des éleveurs peuls. Enfin, on a comme ça une scène extrêmement complexe, et la réduire à une sorte de tension entre des peuls musulmans djihadistes et puis des gentils agriculteurs chrétiens, c'est complètement faux en fait. On a vraiment une scène conflictuelle beaucoup plus complexe, avec des gens qui sont aussi. Enfin, le banditisme, c'est aussi une manière de gérer une alternative à des situations de privation et d'exclusion en fait, qui sont très fortes. Et donc face à ça, on a un État qui a une tradition de violence, de répression violente assez spectaculaire, qui naît de l'histoire coloniale et puis aussi de l'histoire de la guerre du Biafra, qui est une sorte de marque un peu longue dans l'histoire nigériane, cette impunité des forces de sécurité, et ce qui fait qu'on a de plus en plus la montée de tensions, d'affrontements à travers l'ensemble du Nord. Donc, le nord-est, on a ce mouvement djihadiste Boko Haram sur lequel je travaille, et puis à travers tout le nord-ouest, et puis en fait aussi sur tous les chemins en fait, de circulation du bétail, puisque le bétail élevé au nord descend au sud, et surtout consommé, enfin est beaucoup consommé au sud, puisque c'est là qu'il y a l'argent du pétrole, et les marchés de consommateurs solvables. Et donc toutes les routes le long desquelles le bétail descend
ça peut aussi susciter des affrontements. Donc cette situation du Nord-Ouest, alors elle est particulièrement aiguë au Nord-Ouest, mais en fait cette question des affrontements, des tensions entre les éleveurs et les agriculteurs notamment, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le centre et dans certaines parties du sud du pays maintenant. Face à l'augmentation de la malnutrition, les équipes de MSF ont ouvert un nouveau programme de traitement de la malnutrition infantile dans l'état de Katsina en septembre 2021. Nous, en 2021, on était en contact avec notre projet du côté du Niger, de Maradi. Durant toute l'année 2021, environ 70% des admissions provenaient du Nigeria. Donc il y a environ 30 000 enfants mal nourris qui ont été admis dans le programme de Maradi, du Niger, qui provenaient du Nigeria. Guigui Manangama s'est rendu à plusieurs reprises dans le nord-ouest du pays au cours des derniers mois. Il y a des villageois qui disaient que non, le Niger c'est 1 kilomètre, ils peuvent traverser, ils peuvent aller chercher des soins là-bas. Donc de l'autre côté, il y a des centres de santé qui sont fermés pour raison d'insécurité. Il y a le manque de médicaments. Il y a certains centres de santé qui restent quand même, mais après il y a l'approvisionnement en médicaments qui n'arrive pas. Parce qu'au niveau central, donc au niveau de l'État, au niveau central de Katsina, pour envoyer les agents de santé pour approvisionner, donc ils ne peuvent pas y arriver. Par exemple, le soin des enfants de moins de 5 ans, théoriquement c'est gratuit, mais ce n'est pas gratuit parce que les rares centres qui restent ouverts sont obligés de faire payer et parce qu'ils s'approvisionnent autrement sur d'autres canaux d'approvisionnement. Et alors les mamans préfèrent aller du côté du Niger pour aller chercher les soins gratuits. Et sachant qu'il y avait MSF de l'autre côté, donc les soins gratuits de qualité. Et donc c'est alors que nous, on a mené une enquête, on a fait une enquête nutritionnelle en mai 2021 dans un seul LGA. Donc LGA, c'est en termes de découpage administratif, donc il y a l'État, après il y a des local government area, donc c'est des sous gouvernement. Donc là, il y en a 34 à Katsina. Donc nous, on a fait dans un seul et on a trouvé des prévalences élevées de malnutrition. Et à savoir également, il y a un point important à mentionner. Donc là, on reste sur un contexte également sur un fond déjà de malnutrition chronique. Donc, on avait trouvé près de 45% d'enfants qui présentaient la malnutrition, qui présentaient de malnutrition chronique. Après, en termes de malnutrition globale, donc il y avait environ 26% d'enfants qui présentaient la malnutrition. Alors, on s'est dit il faut qu'on ouvre rapidement le projet pour premièrement désengorger le côté du Niger et puis répondre à cette urgence. Il y a aussi le cycle de la malnutrition. À partir du mois de juin jusqu'au mois de octobre-novembre, c'est des périodes de pic saisonniers de malnutrition. Et ça correspond également donc la saison des pluies, donc il y a le paludisme qui frappe également. Et donc ça ne s'arrête pas là. Donc si je continue à décrire le contexte médical, c'est vraiment un contexte, je dirais, aujourd'hui qui est catastrophique. Les centres de santé ne fonctionnent plus. Les enfants ne sont pas vaccinés. Il y a des épidémies qui sont en cours. Donc depuis 2021, on a en cours une épidémie de rougeole qui est continue. Notre hospitalisation est remplie d'enfants qui ont la rougeole. Et on sait bien que non, à part tous les facteurs qu'ils ont bien décrits là. Donc, il y a l'insécurité alimentaire, il y a l'insécurité, non pas accès à la nourriture. Il y a la rougeole. Un enfant qui fait la rougeole, qui n'est pas bien soigné, qui n'est pas bien supplémenté. Il faut savoir que 3 semaines après, vous le retrouvez dans un programme nutritionnel. Donc, l'une des complications, c'est aussi ça. Donc, il y a le désert sanitaire, qui, en plus de l'insécurité alimentaire, ils ont bien parlé du Covid, il y a l'augmentation de prix, il y a l'inflation. Donc c'est une conjonction de facteurs, de déterminants qui font que la situation soit vraiment alarmante. Le retard et l'insuffisance de l'aide humanitaire actuelle dans le nord-ouest du Nigeria s'expliquent notamment par le fait que les Nations Unies ont exclu cette région de leur plan de réponse humanitaire national pour l'année en cours, afin de se concentrer sur le nord-est du pays. Sur place, l'escalade des violences a poussé davantage de personnes dans l'extrême précarité, et près de 500 000 d'entre elles ont dû fuir leur foyer. La question de la sécurité est vraiment essentielle. C'est aussi pour ça qu'il y a très peu de chercheurs qui travaillent là-dessus. C'est parce que simplement pour avoir l'accès, c'est vraiment des terrains
extrêmement dangereux. Il y a une industrie de l'enlèvement au Nigeria qui descend de plus en plus bas dans la chaîne. C'est-à-dire que pendant longtemps, on enlevait des gens un peu riches, des cadres, etc. Et maintenant, on enlève des commerçants, enfin même des villageois en fait. Ça peut être suffisant et on peut récolter quelques centaines de dollars comme ça, forcer les gens à vendre des vaches ou à donner une partie de la récolte. Il y a 48% des kidnappings en 2021 au Nigeria, c'est passé dans le nord-ouest. Donc ça veut dire que ça montre l'ampleur de l'insécurité et du conflit dans cette zone, mais ça reste toutefois une zone abandonnée, négligée en termes de médiatisation ou en termes de réponse humanitaire également. La réponse de l'État, le Nigeria, c'est un État qui est à la fois extrêmement puissant et extrêmement faible, si on veut. C'est-à-dire que c'est un État qui est présent par intermittence, quoi, qui peut déployer sa force comme ça de manière très spectaculaire. Ils ont des avions de chasse, des hélicoptères, et ils utilisent d'ailleurs les avions pour essayer de traquer les groupes de bandits. Et en même temps, ils ont beaucoup de mal à avoir un contrôle fin, voilà, une biopolitique, disons, Michel Foucault appellerait ça comme ça, un contrôle fin et précis de la population. Et en fait, voilà, cette défaillance, comment dire, ça fait système. C'est-à-dire que, en l'absence d'un contrôle fin, ils ont cette manière d'intervenir souvent très brutale, avec des représailles comme ça massives. On va tirer dans le tas. Et évidemment, ça ne fait qu'aggraver la situation. On a comme ça des situations dans la zone Boko Haram. J'ai fait beaucoup d'entretiens avec d'anciens détenus. Enfin, il y a des gens qui ont été arrêtés par l'armée, qui sont ramassés en vrac. Il n'y a aucun dossier qui sont créés. Ils sont ramassés un peu au hasard. Ils vont passer 3, 4, 5 ans dans des conditions de détention absolument abominables. Puis à un moment, on va les libérer parce que on ne sait pas trop quoi faire d'eux. Enfin, voilà. Et cette situation qu'on observe dans le nord-est, elle est aussi vraie dans le nord-ouest. On a comme ça des sorte de choses assez incompréhensibles. Et puis par ailleurs, on est dans un système politique très complexe avec des niveaux. C'est un État fédéral, donc il y a des gouverneurs qui sont élus, qui ont un pouvoir important. Il y a des vies politiques comme ça, locales, extrêmement compétitives, avec souvent des dimensions communautaires. Et donc il arrive fréquemment que des acteurs politiques passent des alliances avec des groupes criminels. Pour des raisons électorales, pour le contrôle politique, pour les utiliser. Et ça ajoute encore un niveau de complexité, à la fois parce que ça suscite énormément de méfiance. Les gens, c'est vraiment le pays des théories du complot. Le Nigeria, c'est vraiment un endroit extraordinaire pour ça. C'est une version aggravée. Et puis aussi parce que on a parfois des sortes de connexions un peu étranges entre certains acteurs politiques et certains groupes criminels, y compris ces groupes de bandits. Voilà, des espèces d'accords d'amnistie avec de l'argent qui est donné. Enfin, voilà, tout ça est extrêmement compliqué. Donc on a un État comme ça qui tâtonne avec des outils faibles ou brutaux. Il y a eu des cas, le Nigeria a acheté, notamment en arguant du prétexte de Boko Haram, pas seulement, puisqu'ils ont aussi utilisé ces avions contre Boko Haram, mais le Nigeria s'est procuré des avions anti-guérilla et qu'il utilise aussi contre les bandits. Et d'ailleurs, c'est assez symptomatique, ils ont requalifié les bandits en terroristes, puisque une fois qu'on requalifie les bandits terroristes, on peut utiliser ces avions qui étaient vendus par les Américains à condition qu'ils ne soient utilisés que contre des terroristes. Donc on est dans des espèces de jeux de langage là qui participent de rendre possible l'utilisation de ce genre d'outils. Masasara. Why is it Nashi? Mujahid? Yani babana. The current situation, malnutrition cases is usually seasonal, but due to the issue of insecurity challenges we are facing currently, the number of cases of malnutrition that we are seeing is rather increasing rather than decreasing. With the patients we have currently on a ward, I can say that it's just a tip of an iceberg. A lot of our parents in the community, they actually don't have much to sustain the family. Majority of them, they are farmers. Some, they are businessmen that used to go from one market to another searching for income to eat. But because of this insecurity, you find out that a lot of them don't have opportunity to travel because of fear of being kidnapped. And a lot of them don't go to farm because some of them, they will be kidnapped at the farm or something like that.
Lors de ma première visite l'année dernière, parce que j'y étais en septembre 2021, quand on a ouvert le centre en hospitalisation, je fais le tour notamment de certains centres de santé qu'ils ont cités, d'Adara, Gourbi, Magaria. J'arrive dans un centre de santé, je pose la question au responsable du centre de santé, de quoi as-tu besoin, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Et elle me dit, non mais dans mon centre il manque la porte de sortie de secours. Déjà, il faut commencer par mettre en place cette porte de secours. Et après, la deuxième question, c'était pourquoi vous n'êtes pas en tenue de soignant? Il me dit que non, je ne suis pas en tenue de soignant parce que si les bandits rentraient, du coup, je vais me faufiler, je serai parmi les patients et ils auront du mal à me reconnaître. Parce que le fait de kidnapper un soignant, pour eux, la raison, c'est aussi des rançons. C'est pour se faire de l'argent. Ils font après demander des rançons. Donc, ils se disent que non, les soignants, ils ont un niveau socio-économique élevé dans la communauté, ils ont des relations, ils ont des contacts. Donc, si on les kidnappe, on va avoir de l'argent à travailler. Donc, ils sont exposés. Initialement, on devrait mettre notre hospitalisation à Djibia, qui est un peu plus à la frontière avec le Niger, mais on a dû le mettre dans la ville de Katina. Comme c'est une grande ville, c'est environ 500 000 habitants. Donc plus la ville est grande, moins on a enregistré des incidents sécuritaires. On a pris la décision de mettre là. Donc plus la ville est petite, plus les gens sont exposés. Donc juste par rapport à ça, donc, il y a donc un autre phénomène également sur la réponse de l'armée nigérienne. Le conflit dure, il y a certains villages qui sont abandonnés. Au début de l'année, ils avaient un camp à côté dans un village à la frontière avec le Niger. Donc ils ont dû quitter. Et le jour même où ils ont quitté, le lendemain, il y a des bandits qui se sont installés là. Donc ils ont chassé toute la population. Et la population s'est retrouvée à Djibia. Donc là, on a fait une réponse, sur les déplacés pour le prendre en charge. Ils étaient localisés dans une école et environ 130 femmes qui ont été kidnappées pendant ce phénomène-là. Et leur retour dépend de l'armée. Donc si l'armée retourne dans ces endroits-là, eux, ils vont se sentir aussi en sécurité pour y retourner. Il y a aussi des dommages, dans le sens où il y a parfois des réponses où ils arrivent, c'est difficile de savoir. Les bandits sont parfois difficiles à reconnaître dans la communauté. Il suffit de regarder qui est bandit, qui est là, on ne sait pas dans la journée. Celui qui se transforme en bandit le soir, on ne sait pas. Majority of us, if not all, especially at night, we don't usually wear uniform or any other cloth that will identify us as a health worker because of fear of being targeted by others, kidnappers. And as you can see, you go through our facility plus other facilities here in Katsina. A lot of them have a back door as an exit point in case of any attack. C'est d'abord un problème de gouvernance et d'organisation des élites au Nigeria, et voilà, il y a quand même c'est là qu'est le souci d'abord. Maintenant, sur la question religieuse, le débat est parasité par une tension majeure au Nigeria, qui est un pays en gros moitié chrétien, moitié musulman, hein, et donc il y a un vieux débat qui remonte à la période de l'indépendance, hein, au début de l'indépendance, sur une sorte d'anxiété mutuelle des communautés, enfin des communautés l'une envers l'autre, quoi. Et donc, au sud du Nigeria, qui est plutôt chrétien, c'est vrai qu'il y a cette perception d'un nord comme un espace comme ça, mystérieux, entièrement criminel, où tout le monde serait djihadiste, quoi. Et au fond, dès que quelqu'un a une Kalachnikov au nord du pays et qu'il n'est pas militaire, on dit qu'il est djihadiste, quoi. Mais ce banditisme dans le nord-ouest, et dans le nord-centre aussi, hein, puisqu'il est aussi présent là, il n'est pas du tout djihadiste, il ne se fait pas du tout au nom de l'islam, mais il faut quand même ajouter que le mouvement djihadiste nigérian, Boko Haram, donc, qui s'est scindé ensuite en 3 morceaux essentiellement, a quand même essayé de placer des pions dans cette zone-là, quoi, hein, et peut-être de plus en plus en train d'essayer de le faire, ce qui n'est pas forcément très rassurant. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que la connexion, elle n'est pas si simple en fait entre ces deux univers, entre l'univers des bandits et l'univers des djihadistes. D'abord parce que l'espèce de centre de gravité de Boko Haram, c'est le nord-est, et le nord-est, c'est une zone qui est distincte. Alors tout le monde parle plus ou moins Haoussa, mais c'est quand même une zone de peuplement d'abord Kanouri,
et c'est un groupe qui a une histoire très particulière, qui est vraiment propre au nord-est, tandis que tout le nord-centre, le nord-ouest est vraiment cette sorte de grand mélange à Hausa Fulani assez complexe. Et donc la connexion, elle est compliquée, aussi en termes d'éthos. C'est-à-dire que les djihadistes, ils ont quand même un modèle religieux extrêmement strict, avec des principes. Et un exemple assez frappant, qui a été exposé récemment par un des rares chercheurs à travailler vraiment dans ces zones-là, James Barnett, où en fait il raconte un épisode dans lequel un groupe de bandits viennent dans le nord-est, de bandits du nord-ouest, viennent dans le nord-est discuter dans la forêt de la Sambisa avec Aboubacar Shekau, qui était à l'époque encore vivant, qui était le chef de Boko Haram, pour discuter d'une forme de collaboration. Et donc ils sont chez Shekau, et là ils commencent à sortir de la ganja, de l'herbe, et à se rouler des pétards en fait. Et chez Shekau, pour lui, la drogue c'est vraiment, voilà. Et donc il les fait exécuter en fait. Et je pense que l'épisode il est assez symptomatique du fait que la connexion elle n'est pas simple en fait. On a des groupes qui ont des idées de ce qui est bien, enfin voilà, assez différentes. Même si une fois encore, il y a des instrumentalisations, on sait qu'il y a des ventes d'armes, il y a des circulations, il y a des fugitifs des différents groupes djihadistes qui ont pu aller se recaser dans ces groupes de bandits pour leur apporter un peu de soutien technique. Et il y a des signes qui indiquent que les groupes djihadistes commencent à regarder un peu pour se placer. Dernière chose, pour se placer aussi en luttant contre les bandits. Et on sait que un des ressorts du déploiement des djihadistes, c'est précisément d'essayer de pallier à l'incapacité de l'État d'assurer l'ordre. Et ben, eux, ils essayent, au nom de l'islam, de dire, voilà, nous, on va régler le problème de la communauté. En échange, vous allez être des bons musulmans. Et il y a eu une revendication récente d'un groupe qui s'appelle Ansarou, qui est un groupe qui est lié à Al-Qaïda, où ils ont en fait montré des photos de bandits qu'ils ont exécutés. C'était dans le Kaduna, si je ne me trompe pas, donc un autre état de cette zone-là, où donc, justement ils cherchaient à se promouvoir en tant que recours contre les bandits et face à l'incapacité de l'État. Donc cette situation-là, elle est lourde d'autres risques en fait. Ce qui est vrai, c'est que un des problèmes du Nigeria au fond, c'est qu'il y a ce pétrole qui est dans le delta, qui est dans le sud du pays, et au fond, l'État nigérian peut tout à fait survivre en laissant faire un niveau de violence dans ces périphéries que sont le nord-est ou le nord-ouest, un niveau très élevé de violence, s'il tient le pétrole et les grands centres urbains, Lagos, la grande capitale économique, Abuja, la capitale politique, Kano, la grande capitale économique du Nord. Voilà, avec ça, au fond, les élites peuvent tout à fait subsister en réalité. Donc je ne pense pas qu'ils comptent sur Boko Haram pour maintenir l'ordre, mais d'une certaine manière, ce qu'on sent, c'est une difficulté des autorités nigérianes à trouver les moyens et à trouver l'énergie et l'attention pour traiter la question de manière sérieuse. Entre janvier et juin 2022, les équipes de MSF ont déjà pris en charge plus de 50 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë dans 5 États du nord-ouest du pays, dont 7 000 ont été hospitalisés. Nos prévisions pour la période de pic, donc les 5 mois de l'année, donc de juin à octobre, on se disait, pendant cette période, le nombre des cas va doubler. Donc on va faire au moins 2000 admissions pendant la période de pic. Et donc, ce qui fait que dans nos estimations, on s'est dit on pourrait soigner environ 130 000 enfants mal-nourris, rien qu'à Katina, sans compter les autres États. Donc, il y a Zamfara, il y a Sokoto également, où la situation n'est pas terrible. Ils ont besoin de la nourriture parce que quand on donne les aliments thérapeutiques à une maman qui a 5-4 enfants, et les autres n'ont rien à manger, et l'enfant, on donne des traitements pour 2 semaines, et arriver à la maison avec 14 ou un carton de plein punette, les autres n'ont rien à manger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partager avec les autres enfants. Donc du coup, l'enfant qui est malade, il ne va pas avoir sa ration thérapeutique normale pour qu'il puisse guérir. People are suffering. I used to get many cows. I have more than 150 now. You can say I only have just less than 60 cows. Women and children are one of the most vulnerable people in each and every community. And this insecurity have really affected them seriously. C'était Nigeria, la peur au ventre, un podcast produit par Médecins sans frontières. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller regarder le documentaire éponyme sur notre chaîne YouTube.